à mon sens, sur le RGPD et au risque de choquer plein d'auditeurs, j'irai pas vendre l'idée selon laquelle le RGPD est un potentiel de développement ou de créativité. C'est Hmm, en réalité plutôt un obstacle. d'accord. On a essayé à une époque de vendre des solutions commerciales autour du RGPD en disant vous avez une magnifique opportunité de faire du data mining, par exemple. Bon, Hmm, je pense que c'est essentiellement des conneries. En oui. réalité, le RGPD est vexatoire. Par contre, en tant que citoyen, euh, je me dis qu'il est vexatoire pour les entreprises, mais il n'est pas inutile d'en passer par là. D'accord. Euh, je suis un peu, j'ai pas d'avis définitif entre tu sais, le fameux, ouais, en Europe on produit de la norme, alors qu'à l'étranger on produit de la valeur. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Meditalks Maître Quentin Moutier, avocat associé en droit des affaires et technologie de l'information au sein du cabinet One Legal. Né en 1978, il a grandi à Tours après une enfance dans le sud de la France. Il suit un double cursus en droit et en philosophie, complété par un DESS en droit de l'informatique et des nouvelles technologies à Sceaux, ainsi qu'un DEA en droit privé général à Tours. Avant de prêter serment en 2006, il exerce plusieurs métiers: directeur juridique, formateur, enseignant, consultant indépendant, qui enrichissent sa compréhension des enjeux juridiques dans le monde de l'entreprise. En 2010, il fonde son propre cabinet à Tours, exclusivement tourné vers les entreprises, avec une spécialisation affirmée en droit du numérique et en droit des affaires. Aujourd'hui, il accompagne au quotidien des PME et ETI, éditrices d'applications, de portails et de marketplaces, les aidant à structurer leurs contrats, protéger leur savoir-faire et se mettre en conformité avec le RGPD. Il est également chargé d'enseignement aux facultés de droit de Tours et Poitiers, où il enseigne des matières comme le droit des contrats informatiques, la protection des données ou encore la responsabilité sur Internet. Un parcours solide et engagé au service des entreprises innovantes à l'intersection du droit et de la technologie. Quentin, bonjour. Bonjour Max, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, merci pour l'invitation. avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de droit, mais sans rentrer trop dans le jargon pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle. On va voir ce que doivent savoir ceux qui créent des applis et gèrent des données sensibles, par exemple. Mm, On va éclaircir également ce que dit la loi quand on parle de santé et de nouvelles technologies. mm. Et puis, on terminera peut-être avec une vision un peu plus large, où en est le droit, vers quoi on va, dans un monde où l'innovation évolue évidemment très très vite. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous dire où tu es né et l'environnement dans lequel tu as grandi? Alors, je suis né à Avranches, donc pas du tout à côté de pas du tout dans le coin de mon exercice professionnel actuel, en Normandie. J'ai passé ma petite enfance dans le sud de la France et puis j'ai suivi mes parents pour des raisons professionnelles à Tours très rapidement, où j'y ai passé le plus gros de mon enfance, de mon adolescence et puis ensuite de ma vie d'adulte, même si je l'ai entrecoupé. J'avais le désir de partir. J'ai fait D'accord. des études à Paris et puis au Canada et finalement j'y suis revenu pour faire souche. D'accord, très bien. Et quels souvenirs tu gardes de cette enfance, cette évolution? Donc à Tours, tu es arrivé à quel âge à Tours, par exemple? Je suis arrivé à 6 ans D'accord, de assez jeune. mémoire et le souvenir que j'en ai, c'est j'ai grandi au sein d'une famille avec un père qui était plutôt rationnel. C'était un homme qui travaillait pour l'État. Euh, D'accord. avec une structuration intellectuelle assez forte, et puis une mère qui m'a apporté plutôt de la sensibilité, le goût des belles choses et de l'art, et qui elle-même travaillait aussi et a fait une carrière pour les entreprises, donc le goût également du contact et des relations avec les entreprises. D'accord, très clair. Et est-ce que ton goût pour le droit, du coup, a été aussi inspiré par tes parents ou par l'environnement familial d'une façon plus large? Pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la philo.
J'étais D'accord. euh, j'ai- j'étais j'étais un élève plutôt moyen au collège et au lycée. J'étais pas un gros travailleur, mais je me débrouillais. Ce Ok. qui m'intéressait, c'était la philo et les lettres. Je me suis orienté vers la philo et les lettres après le bac, et c'est mon père qui m'a dit, écoute, pour manger, il faudrait peut-être que tu te donnes la possibilité de faire aussi autre chose. Donc j'ai fait un double cursus en philo et en droit. Et plus j'ai avancé dans les études, et moins la philo m'a intéressé. Je trouvais que, mis à part quelques grands auteurs, la plupart des auteurs tombaient amoureux de leur propre système. Donc on tournait un petit peu en rond. C'était finalement assez rigide, contrairement à ce que je pensais. Et à l'inverse, le droit s'est mis à m'intéresser de plus en plus, parce que c'était à la fois un corpus de règles et de connaissances, mais on pouvait l'appliquer très concrètement à la vie des entreprises. Je me suis toujours vu faire du droit des affaires, et puis D'accord. vers licence, maîtrise, je me suis dit bon, là, il est temps de devenir un spécialiste, parce que dans son métier, je pense qu'il faut être un expert. Il faut pas faire les choses il faut plus faire les choses à moitié. D'accord. Et du coup, pourquoi le droit? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le droit et qu'est-ce qui te touche particulièrement dans le droit? Est-ce que c'est l'aspect qui est lié à la justice au sens large? Est-ce que Mm. c'est la règle, le corpus de règles? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que tu as pu identifier les aspects qui te touchent particulièrement ou qui t'intéressent particulièrement? Bah, ce qui m'intéresse particulièrement dans la théorie, c'est le fait d'utiliser, de manipuler, pas de manipuler au sens de détourner, simplement Mhm. d'utiliser et de faire jouer entre eux les concepts. Euh, je pense pas que le droit ait un grand rapport avec la justice. Je viens de le dire. Je suppose que je D'accord. vais, je vais recevoir des messages d'engueulade pour ce que je viens de prononcer, si tu Non, veux. tu vas Mais expliquer, tu vas expliquer. le droit, c'est pas une science. Il appartient aux sciences sociales, mais c'est pas à proprement parler une science, en ce sens qu'il s'agirait, elle aurait un objet d'étude qui lui serait intrinsèque. Le droit, c'est une technique, c'est-à-dire que c'est Ok. l'humain qui produit le droit. L'humain se contente pas de contempler les règles de droit, en réalité, il les fabrique. Bon. Donc, il se crée son propre système. Étudier le droit n'est pas étudier autre chose que la manière dont on s'est débrouillé pour résoudre des problèmes concrets à des moments déterminés. Et le droit est flexible. Le terme n'est pas de moi, il est de Carbonnier, si mes souvenirs sont bons. Et donc, d'une décennie à l'autre, tu vas avoir une évolution des règles. Non, ce qui est plutôt, moi, ce qui m'intéressait, c'était la manière de les faire jouer entre elles, comme tu ferais jouer quand tu fais de la programmation informatique, du code, ou comme quand le type de plaisir que tu aurais à faire des mathématiques. Intellectuellement, tu sais pas encore à quoi ça va servir, mais tu sais déjà que tu as plaisir à jouer avec ces concepts. Et puis D'accord. ensuite, sur le plan pratique, ce qui était super intéressant pour moi, c'est que dans mon métier d'avocat plutôt orienté, plutôt fortement orienté nouvelles techno et uniquement en tout cas dédié aux entreprises, c'était l'occasion pour moi de m'intéresser au vrai métier de mes clients. Plutôt que d'être enfermé dans une tour d'ivoire et de faire du droit de mon côté, j'ai vite compris que si je voulais être efficace et rendre un vrai service, il fallait que je puisse faire le lien entre ce que font mes clients, donc mettre les mains dans la technique, Mhm. et le droit. Et donc, je vis mon job comme, et c'est ça qui est intéressant, comme un pont, un traducteur entre le langage juridique et le langage technique, économique, le langage des affaires, pour que les deux puissent se parler harmonieusement. Et ça, intellectuellement, c'est super intéressant, et ça m'a amené à faire des études spécialisées en informatique. Et puis moi-même, je fais un peu de dev, j'essaie de faire de la veille et de m'intéresser toujours à la technique. Ok, très bien. Et donc cette appétence-là et ces compétences-là, elles arrivent à quel moment dans ton cursus? C'est-à-dire au moment où tu comprends que c'est pas philosophique, c'est droit, tout de suite tu vas vers ces sujets-là, ou est-ce que c'est en partant au Canada? À quel moment ça C'est se fait? Tu peux nous raconter ça? c'est une très bonne question. Je pense que c'était toujours là. Au lycée, j'ai choisi un cursus littéraire, mais j'ai gardé une spécialité, enfin une option mathématique. À l'époque, on parlait pas de spécialité comme les jeunes d'aujourd'hui, comme mes enfants, par exemple, comme mes garçons. Ok. Et à l'époque, on me regardait avec des yeux ronds. Aujourd'hui, ça choquerait plus personne qu'un gamin fasse
de l'histoire, des sciences politiques et des mathématiques. Tout le monde trouve que faire des mathématiques est cohérent. À cette époque-là, je sais pas si tu t'en souviens, Mhm. Max, t'étais un littéraire ou t'étais un scientifique, mais t'étais pas simultanément les deux. C'est vrai. Moi, dans mon lycée, des littéraires avec option maths, on se comptait sur les doigts d'une main. Et les matheux nous regardaient en disant qu'on était des imposteurs, et les littéraires nous regardaient en disant qu'on était des traîtres. Bon, et donc je sentais déjà que j'avais ce désir de. Je croyais fondamentalement qu'on pouvait toucher à tout. Quand je suis sorti de ma maîtrise, donc aujourd'hui on dirait le master 1, je cherchais un DESS ou un DEA. Enfin, j'étais plutôt branché DESS, donc appliqué à la vie professionnelle plutôt qu'au travail universitaire. Et j'ai été pris, j'ai eu la chance d'être pris grâce au dossier que je m'étais fait auparavant, à la fois dans des cursus de droit des affaires super classiques, et assez prestigieux, sans prétention pour le coup. C'est à eux qui le doivent, comme le DJCE Option Internationale qui existait à Aix-en-Provence, qui était un super master 2. Et en même temps, je sentais que je serais pas satisfait, je serais pas rempli si j'avais pas un cursus qui m'amenait à faire autre chose que simplement du droit. Et comme par ailleurs, on était donc en 2000, on était au tout début des années 2000. Comme on voyait monter ces entreprises de nouvelles technologies et qu'on sentait qu'on était en présence d'une nouvelle révolution industrielle, je me suis dit, je peux joindre l'agréable et l'utile. Donc, un cursus orienté droit de l'informatique et nouvelles techno qui allait remplir ma curiosité et ce désir de pluridisciplinarité. Et puis, un métier d'avenir avec un besoin qui ne ferait que se confirmer avec le temps. Et tu vois, on est en 2025. Franchement, je regrette pas. Je pense que Non, non. c'était le bon choix d'orientation. Et je te rejoins tout à fait sur ta remarque, le fait que c'est un peu binaire en fait, en France en tout cas à notre époque, peut-être que ça l'est Mmh. moins, mais effectivement tu étais ou bien lettres ou bien matheux, quoi, pour simplifier à l'extrême. Ouais, Et ouais. bizarrement, et tu as peut-être eu la même observation dans ton cursus, les gens qui arrivent à croiser les disciplines, parfois même orthogonales, bah, sont des gens qui en général apportent beaucoup de plus-value et de valeur et d'innovation justement parce qu'ils arrivent à croiser des domaines qui se touchent pas en théorie et observer le monde avec des angles différents, amener beaucoup de valeur ajoutée, il me semble. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a encore un mystère que je ne comprends pas chez les humains. C'est que quand on est en présence de la pluridisciplinarité, on en apprécie la qualité. Hmm. Et bizarrement, on se l'interdit à soi-même. Je comprends pas ça. On l'aime chez les autres, mais on ne pense pas qu'on peut se l'appliquer à soi. Est-ce que c'est par humilité? Est-ce que c'est par complexe? Est-ce que c'est par convenance sociale? Je pense que c'est un petit peu de tout ça. Et Oui, ça peut être aussi par facilité. Il faut aussi trouver du boulot et gagner son pain. Et donc, c'est c'est vrai, difficile de mener de front plusieurs batailles c'est vrai. ou de se spécialiser quand on est déjà en train de travailler dans autre chose. Donc, c'est quand même pas si simple. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et pourtant, l'idée, tu vois, n'est pas ancienne. Si je peux me permettre de citer un vieux bouquin T'en prie. sur ton podcast, il y a un ouvrage d'Hermanès qui est pas très connu, surtout le Loup des steppes notamment qui est connu, qui s'appelle Le jeu des perles de verre. Et c'est amusant de voir qu'à presque un siècle de distance, on trouvait déjà que la pluridisciplinarité était enrichissante. Voilà, donc je me permets de suggérer de lire Le jeu des perles de verre. C'est un pavé, mais ça vaut le coup. D'accord. Bah, merci pour le conseil. Ok. Eh ben, écoute, merci déjà pour cette introduction qui me semble très claire. On te connaît un petit peu mieux maintenant et donc on peut avancer effectivement. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, jusque voilà pour l'histoire de ton parcours un petit peu. Non, j'ai rien à ajouter. Je te suis, Max. Vas-y. D'accord, très bien. Et donc moi, ce qui m'aurait intéressé maintenant, c'est qu'on aborde, alors pour l'instant dans la grosse maille, hein, vraiment dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir quand on crée des services numériques Mm, qui touchent à la santé, évidemment, c'est notre sujet. mm, Donc, mais vraiment parler des bases, hein, les bases mm. juridiques, les règles de sécurité, hébergement de données, si tu veux, toutes ces choses-là. Encore une fois, dans les grandes lignes, les responsabilités en cas de problème. Enfin, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Mais voilà, on peut peut-être commencer par des choses très simples. Est-ce que tu peux rappeler effectivement bah, les fondamentaux juridiques à respecter quand on développe un service numérique, pour dire les choses très simplement? Alors, Je sais pas euh, si la question est bien formulée.
Reformule-la si c'est pas le cas. Non, non, elle est très bien formulée ta question. Je pense que euh, les, les, euh, les gens qui vont nous écouter, déjà leur dire que, à titre d'introduction, il n'y a pas de corpus juridique en droit français qui soit spécialement dédié aux services numériques. C'est la première chose que D'accord. j'explique à mes clients qui est difficile à comprendre. On a l'impression que tu aurais une loi spéciale pour chaque cas de figure ou un code dédié pour chaque cas de figure. La grande difficulté avec les services numériques, c'est qu'elle est au croisement d'une multitude de réglementations qui, en apparence, n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Ah oui, c'est une difficulté ça. Donc, avant d'aller sur le secteur de la santé, permets-moi de prendre un autre exemple en termes de services numériques. Très bien. Je pense qu'un des plus complexes que je connaisse à l'heure actuelle, c'est les places de marché. Alors, la place de marché est un excellent exemple. Euh, une place de marché, donc, c'est, on va le dire simplement, un site web sur lequel des entreprises indépendantes vont pouvoir offrir à des clients finaux la consommation de produits et de services, enfin le fait de conclure des contrats en vue de la délivrance de produits ou de services. On voit que dans Ok. une place de marché, on a un billard à trois bandes, puisque tu as le patron de enfin l'éditeur de la marketplace, les agents économiques et les clients finaux. À partir du moment où tu as dit ça, là, tu vois apparaître, quand tu es juriste, tu vois sortir une multitude de tiroirs qui s'ouvrent, où tu vois plein de branches du droit qui vont s'appliquer. Tu vois que dans les relations entre les agents économiques qui vendent leurs produits et services et les clients finaux, tu vas avoir le code de la consommation qui va s'appliquer, avec des dispositions en plus spéciales pour ce qui concerne les places de marché. Tu vas avoir un règlement européen qui s'applique à la transparence des relations entre la place de marché et les agents qui publient leurs offres. Tu vas avoir la loi sur la confiance dans l'économie numérique qui a été largement amendée ou remplacée par le fameux règlement DSA que tout le monde connaît maintenant, qui va aborder la place de marché, mais sous un autre angle, c'est la responsabilité de l'éditeur de la place de marché à l'égard du caractère illicite ou pas des contenus qu'il héberge. Donc, comment il va engager ou pas sa responsabilité vis-à-vis d'une offre d'une des entreprises qui présenterait par son contenu un caractère illicite. Et donc, quand tu dois faire un point sur la situation, tu te rends compte que tu vas pas te contenter d'ouvrir une loi, en réalité, tu vas en appliquer plein. Alors, sur les Ok. services numériques, ce qu'on pourrait dire, les grandes lignes pour revenir à ta question, tu vas évidemment avoir le RGPD qui va avoir vocation à s'appliquer, sauf si tu ne traites par le service numérique que de la donnée économique ou que de la donnée anonymisée. Quand on pense service numérique, c'est un terme finalement très large. Tu peux avoir des API, tu peux avoir des applications utilisateurs finaux. La plupart du temps, les applications elles-mêmes, en réalité, font des requêtes vers des API, ce qui fait que la distinction entre l'un et l'autre, c'est une distinction que tu aurais entre une interface et derrière les fonctions de traitement. Bon, Tu peux on va rappeler ce que c'est RGPD juste pour commencer, parce que les gens sont pas forcément spécialistes de tout alors ça. En deux mots, hein. RGPD en deux mots. Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur de mémoire au printemps 2018. Je m'excuse, enfin je vous prie de m'excuser si je me trompe de quelques mois, et qui établit un cadre européen applicable à tous les États membres de l'Union européenne directement. C'est la caractéristique des règlements unionistes, c'est qu'on n'a même pas besoin de loi pour les transposer, qui s'appliquent tout de suite dans l'ordre interne des États et qui va fixer donc un cadre pour le traitement des données à caractère personnel. C'est quoi une donnée à caractère personnel? Une donnée à caractère personnel est une donnée qui se rapporte à une personne physique qui est identifiée ou identifiable. C'est important de le comprendre. Je parlerai pas de la couleur de mes cheveux parce que comme chacun peut le voir, j'en ai plus. En revanche, s'agissant de toi, ta belle chevelure, la couleur de tes cheveux Merci. est une donnée à caractère personnel à partir du moment où je peux les corréler à max. D'accord? Si cette donnée en tant que telle, si je ne peux pas la rapprocher d'une personne physique, n'est plus une donnée à caractère personnel. Mais si je la relie, par exemple, à ton prénom, à ton nom, à ton adresse,
elle va devenir une donnée à caractère personnel. Donc déjà, il faut se débarrasser de l'idée selon laquelle les données à caractère personnel, ce serait uniquement le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale et le code bancaire. C'est en D'accord. réalité tout ce qui se rapporte à une personne physique. D'accord. Et on y reviendra quand on abordera le cas spécifique de la santé, du coup, après. Voilà, exactement, puisque les données de santé sont une donnée de un type de données à caractère personnel qui fait l'objet d'un traitement à part, on les dit sensibles. Bon, donc les données à caractère personnel, toutes données qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable, et le traitement de données à caractère personnel, c'est en réalité toute opération que tu vas faire sur ces données. Les Ok. enregistrer, les supprimer, les transférer, les collecter, les concaténer, les rapprocher quand tu vas faire des interconnexions entre des bases de données. Tout ça, ce sont des traitements. Et la liste n'est pas limitative. Donc, tu vois que Ok. Ça, c'est la première quand grande tu as des ligne, déjà. services numériques et que ces services numériques, dans 95% des cas, ils vont traiter des données se rapportant à des personnes physiques, ne serait-ce que les données des utilisateurs, si tu veux. Mhm. Tu vas voir que le RGPD va s'appliquer automatiquement. D'accord. Automatiquement. Euh, je dirais que l'autre pan qu'on doit garder en tête sur les services numériques, c'est Mhm. la question de la responsabilité des contenus, du contenu des données traitées par l'intermédiaire de ces services numériques. Là, on n'est plus dans le RGPD, D'accord. on est sur des hypothèses de services numériques qui reposent sur la publication de données, soit à un nombre illimité de personnes, soit à un nombre limité de personnes. Tu as plein de manières d'engager la responsabilité de l'éditeur d'un service numérique par l'intermédiaire des données qui sont publiées. Je te prends l'exemple d'un réseau social. Un réseau Mhm. social est, à mon sens, en tout cas, un service numérique. La loi dit que c'est un service de communication en ligne au public, mais en réalité, on voit derrière que c'est bien des services numériques euh, avec une interface sur ton écran. L'éditeur de ton réseau social, c'est pas lui qui fournit le contenu. Le réseau Mhm. social, c'est une auberge espagnole, c'est-à-dire que ce qu'on y trouve, c'est ce que les abonnés, les utilisateurs finaux vont y mettre. Mhm. Or, ce qu'ils peuvent y mettre, c'est des très belles choses, des choses intéressantes, de l'actualité, de la poésie, de l'art, et puis ils peuvent y mettre aussi tout un tas de saloperies, comme de l'incitation à la haine raciale, comme du sexisme, comme de la pédopornographie, etc., etc. Et là, la question qui va se poser pour l'éditeur du service, c'est comment moi, on peut me considérer, dans quelles conditions on peut me tenir pour responsable de ces contenus que je vais héberger, mais héberger, tu vois, au sens plus large que dans les années 2000, c'est-à-dire pas simplement héberger sur un serveur, stocker et mettre en ligne, donc rendre public. Mhm. Je dirais que déjà, quand on a ces deux grands piliers, ces deux grandes questions en tête, RGPD et responsabilité du fait des contenus, D'accord. bon, c'est une bonne base de démarrage. Ok, et je rebondis juste, et je te laisse continuer, sur le deuxième point, sur la responsabilité des contenus. Du coup, j'imagine que tout ce qui est technologie d'IA récente, type GPT, ce qu'on appelle des LLM, repose toutes ces questions-là d'une façon accrue, puisque le contenu est généré en fonction des questions des utilisateurs. Donc, C'est une super bonne question. C'est une super bonne question, évidemment. Alors, alors, on va je l'aborder vais après si essayer. tu veux, hein, si tu voulais terminer Non, sur non, cette non, 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 introduction. non. Tu as raison. Enfin, c'est tout à fait à propos. Je vais essayer d'y répondre de la manière la plus claire possible. Euh, L'IA pose effectivement un problème de licéité des contenus produits Mhm. par l'IA. Euh, Au sens où je l'entendais il y a quelques minutes, ça peut être des contenus illicites au sens du droit de la presse. Donc, incitation à la haine raciale, diffamation, injure. Je dis droit de la presse parce que ça relève d'un régime spécifique en droit pénal qu'on appelle le droit de la presse. Je vais pas rentrer dans D'accord. le détail. Et puis, tu as un autre pan de contenus illicites qui peuvent être produits par l'IA dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. C'est euh, des contenus contrefaisants. Donc là, on Mhm. passe en propriété intellectuelle. Mhm. Alors, à mon avis, l'IA, du point de vue de la propriété intellectuelle, pose deux problèmes, un faux et un vrai problème. Le faux problème, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle et qui, à mon avis, en toute humilité, est un faux problème, c'est de savoir si on peut protéger une œuvre créée par une IA. En fait, la jurisprudence me semble assez bien fixée depuis les années 70 ou 80, si mes souvenirs sont bons,
pour qu'une œuvre soit protégée, il faut qu'elle soit originale, on parle en droit d'auteur. Pour qu'elle soit originale, il faut qu'il y ait une personne physique qui ait fait des choix. L'IA n'est pas une personne physique, fin de la discussion. Par contre, comme tu vas entraîner ton IA, des IA qui créent des contenus, tu vas les entraîner avec des contenus préexistants. Mhm. Tu as une probabilité non nulle que ton IA te ponde un contenu qui est contrefaisant de quelque chose, d'un contenu qui aurait servi pour l'entraîner. Oui, d'une partie d'un droit d'auteur, quoi. Alors, ça pourrait évidemment du droit d'auteur, et puis oui, essentiellement effectivement la question du droit d'auteur. Et comme les IA, sauf erreur de ma part, fonctionnent comme des boîtes noires, du moins, enfin, tant qu'on ne sera pas à l'IA symbolique et tant qu'on est au machine learning, ça fonctionne comme une boîte noire. Ça veut dire que pour peut-être pour tes auditeurs, imaginez euh, une usine avec un tapis roulant et une espèce de boîte au milieu qui est une machine. À l'entrée, on met un gros morceau de charbon. À la fin, une fois que c'est passé par la boîte noire, on obtient un œuf. Mais on ne sait pas comment on est passé de l'un à l'autre. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut décrire assez bien comme ça les IA fondées sur le machine learning. On voit que ça fonctionne, mais on a néanmoins une faible auditabilité. Alors, je sais que Mhm. l'auditabilité, beaucoup de gens travaillent dessus, c'est le grand enjeu, mais c'est pas super. Et donc, quand tu vas demander à une IA de produire un contenu, si elle produit un contenu contrefaisant, tu sais pas en réalité pourquoi et tu sais pas en réalité comment. Et surtout, tu peux pas l'anticiper ou tu peux difficilement l'anticiper. Et donc, pour revenir à ton objection enfin, ta remarque de tout à l'heure, effectivement, si tu mélanges réseau social plus IA, faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a de fortes chances que tu passes ton temps à lire, relire et auditer ce que dit l'IA pour éviter de voir ta responsabilité engagée. Il y a à mon avis, une difficulté supplémentaire, c'est que pour moi, le régime juridique des fournisseurs d'hébergement, qui est un régime juridique qui leur est favorable, c'est-à-dire que ils sont en principe exonérés de responsabilité civile et pénale du moment ils sont pas eux-mêmes l'auteur des contenus illicites, qu'ils les ont pas eux-mêmes conçus, et que à partir du moment où on leur fait savoir qu'il y a un contenu, ils prennent des mesures pour rapidement agir, rapidement retirer le contenu. Si ces conditions sont remplies, il n'y a pas de responsabilité de l'hébergeur. Bon, sauf qu'on voit que l'esprit de cette règle, c'était pour un fournisseur d'hébergement qui avait un rôle passif qui consistait simplement à stocker de la donnée. Les contenus qui sont produits par l'IA, est-ce que c'est de la donnée stockée? Moi, j'ai envie de dire que c'est de la donnée produite. C'est de la donnée fabriquée. Raisonner en termes d'hébergement à l'égard d'un contenu produit par de l'IA, je suis pas sûr que ça tienne longtemps juridiquement. Mhm. Bah après, c'est Je stocké suis pour pas sûr que ça l'utilisateur tienne du lui-même, tout mais d'ailleurs. bon. Oui, c'est vrai que c'est pas le même Pardon? genre en tout cas. Je dis Ouais, après, c'est pas le même genre. c'est stocké pour l'utilisateur individuel, mais pas collectif effectivement. Enfin, on peut choisir de ne pas le rendre collectif. Oui, ça Pour c'est moi, des l'IA, questions c'est de compliquées. l'édition. Oui, ça ressemble plus à de l'édition. Mm. Mais Mm. effectivement, il y a le problème de droit d'auteur aussi que tu soulevais tout à l'heure. Ok, et alors si on avance un petit peu là-dedans, donc tu as cité Ouais, deux bases en tout cas, deux piliers, donc ouais, RGPD et contenu ouais. pour les services numériques. Mais en général, est-ce qu'on peut aller un peu plus maintenant en avance sur l'aspect santé? Est-ce que ces deux piliers continuent à s'appliquer, je suppose, pour un service numérique en santé? Et en quoi tu peux les décliner un petit peu ou les préciser un petit peu? Alors, pour les services numériques en santé, les choses se compliquent. Le RGPD va en effet distinguer à l'intérieur de la grande famille des données à caractère personnel deux sous-catégories, les données dites sensibles et, par une définition négative, toutes les autres. Ok, bah, je veux bien que tu nous expliques Euh, ça, oui. Voilà. Et les données, parmi les données sensibles, se trouvent les données de santé, parmi une liste, là pour le coup, limitativement énumérée d'autres données, telles que les opinions politiques, l'orientation sexuelle, les origines raciales, les opinions religieuses, etc., etc., etc. Enfin, t'en as une dizaine de mémoire. Ok.
Ces données, pour pouvoir être licitement traitées, doivent se prévaloir de fondements qui sont beaucoup plus limités, beaucoup plus restreints que les autres traitements portant sur les autres types de données à caractère personnel. Par exemple, si toi et moi, on est en relation contractuelle, eh bien, j'ai pas besoin d'autres fondements pour traiter les données à caractère personnel te concernant. Et on va sous-entendre en fait que ces données elles sont nécessaires à l'exécution du contrat. Si je suis ton fournisseur, par exemple, au fait que je t'envoie un produit, à quel endroit je dois te délivrer un service et puis à quel nom je dois mettre la facture. Okay. Avec les données de santé, ça se complique beaucoup. Et pour faire simple, tu n'as que deux fondements qui permettent de traiter des données de santé ou deux familles de fondements. Le consentement de la personne concernée et un motif d'intérêt public. Donc, la politique de santé telle qu'elle est prévue par le droit national de l'État membre de l'Union européenne auquel s'applique le RGPD, et puis, bien sûr, des cas, des circonstances tenant à la force majeure, comme le fait de sauver la vie de quelqu'un. Tu vas pas lui demander son consentement et tu peux avoir besoin de collecter des données de santé dans des cas, d'extrême urgence. En dehors de ces deux cas, on sait qu'il est par ailleurs possible de traiter des données de santé, alors typiquement pour constituer des entrepôts de données à des fins de recherche ou à des fins de constitution de rapports statistiques, ce qui intéresse notamment beaucoup les laboratoires. On appelle ça donc des entrepôts de données de santé. Et il est possible de les constituer, mais dans ce cas-là, ça doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la CNIL. Et je le précise pour tes auditeurs qui voudraient aller plus loin, ces autorisations spécifiques, ce régime d'autorisation qui est un peu résiduel, il n'est pas prévu par le RGPD, il est encore dans notre bonne vieille loi de 78, informatique et liberté. Voilà, et c'est sous la responsabilité effectivement de la CNIL. Donc, si ça intéresse tes auditeurs, ils peuvent aller sur le site de la CNIL. Elle publie des autorisations, notamment sur la constitution d'entrepôts de données de santé. On voit que c'est un cas un peu résiduel, plutôt aux fins de recherche ou d'études de mortalité ou de morbidité qui seraient liées à l'usage de tel ou tel médicament, par exemple, et qui est une obligation des laboratoires. Okay. Voilà, donc ça, le RGPD, tu vois, il se complique tout d'un coup avec la donnée de santé, puisque on va avoir des cas beaucoup plus restreints dans lesquels on peut traiter de la donnée de santé, des cas beaucoup plus limités, autorisation ou vraiment un motif impérieux tenant à l'intérêt public et notamment la politique de santé d'un pays. Alors, par-dessus tout ça, tu as tout un tas d'autres branches du droit qui vont venir s'appliquer en dehors du RGPD et qui rajoutent des couches d'obligations en matière de traitement de données de santé. Tu as un décret, par exemple, qui va exiger que tes données de santé dans le cadre de ton service numérique soient hébergées par un HDS, donc un hébergeur de données de santé, qui lui-même est nécessairement tenu de respecter un référentiel de certification, obligatoirement. Quelle est la sanction si soit le fournisseur du service numérique ne fait pas appel à un HDS, soit que le HDS, l'hébergeur de données de santé, ne se prétend-elle alors qu'il ne dispose pas ou il ne dispose plus de la certification pénale. On finit en correctionnel. C'est grave. Alors, on plaisante pas avec ça. On finit en correctionnel et puis alors là, c'est alerte rouge. La CNIL descend, elle audite tout et puis elle va par-dessus tout ça, évidemment, prononcer des sanctions administratives qui sont des amendes. Pour moi, quasiment de même nature qu'une sanction pénale, mais ça viendra se rajouter par-dessus tout ça. Autant dire que la boîte coule, on arrête tout de suite, on ruine sa réputation vis-à-vis de ses clients.
voilà, faut se mettre d'équerre en matière d'hébergement par un HDS. Ok, donc c'est les conneries à pas faire. On y reviendra vers la fin, les grandes bêtises à pas faire si on est entrepreneur sur un service Ouais, numérique. Mais déjà, tu en as dit une. c'est les conneries à pas faire. Alors, je voudrais pas donner un conseil à tes auditeurs qui soit dangereux. Je pense que là-dessus, ils doivent se faire accompagner par un juriste. Hmm. Mais les HDS, ça coûte très cher. Et t'as, à mon avis, une possibilité de faire néanmoins quelques économies tout en restant, à mon sens, et je n'engage que moi, conforme à la loi, Mhm. c'est de ne stocker sur un HDS que des données de santé à proprement parler. Mhm. Et si tu as de la donnée patient, mais qui est pas en tant que telle de la donnée de santé, par exemple du nom, du prénom, etc., tu peux le stocker, à mon avis, chez un hébergeur classique, Mhm. et tu vas lier les tables par une table de concordance avec des haches. Donc en fait, tu vas faire un système Ok. de pseudonymisation. Par contre, il faut être sûr que ton système de pseudonymisation il soit suffisamment euh, irréversible ou difficilement réversible pour qu'on ne vienne pas te faire leur proche qu'en réalité, sous couvert de séparer la donnée, bon, tu peux passer du nom et du prénom à la pathologie et de la pathologie au nom et au prénom, comme qui rigolent de l'un à l'autre. Et Ouais, bien sûr. tes auditeurs qui sont dans le technique, ils comprendront de quoi je suis en train de parler, je Tout pense. à fait. Et il faut aussi que le coût du changement d'architecture logicielle qui entraîne ça soit pas trop important par rapport à l'hébergement lui-même, parce que sinon c'est compliqué. Pour le Je coup, suis d'accord. Moi, pour je connaître l'ai un peu fait le pour un domaine, c'est souvent client. le développeur qui coûte cher. Je te prie de m'excuser de t'avoir Pas interrompu. de souci, pas de souci. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai accompagné à une époque un client dans cette démarche parce que le calcul étant fait, euh, on, on- enfin, il y avait un bilan coût-avantage qui était quand même plus Je comprends. intéressant à l'époque, à ne pas tout mettre chez un HDS. Mais par contre, on avait mis en place un système ultra rigoureux où notamment la gestion de la concordance entre la donnée en clair et la donnée HDS était réalisée via un algo qui était hébergé chez l'HDS lui-même et dont l'HDS avait l'administration. Ça veut dire que Ok. mon client n'avait elle-même pas la main sur la manière dont les concordances se faisaient et elle pouvait pas notamment faire passer librement de la donnée de santé à la donnée en clair. Elle s'était en fait créé un système qui la contraignait elle-même. Ok, je comprends. Et donc, si on peut continuer la prolongation de ce que tu as dit au début sur Ouais. la santé, est-ce que sur RGPD, on a fait en 2-3 minutes le tour? Est-ce qu'il y a des spécificités aussi sur la partie contenu ou tu préfères terminer d'abord sur la partie RGPD? Est-ce qu'il y a d'autres Alors choses à ajouter? sur la partie RGPD, je peux, à mon sens, tu n'as pas d'autres spécificités explicites du RGPD qui seraient liées aux données de santé. Alors, D'accord. ça ne veut pas dire pour autant que le fait que tu sois en présence d'un service numérique en santé va pas aggraver d'autres obligations qui résulteraient du RGPD. Mais néanmoins, mis à part la question du fondement licite du traitement, je n'ai pas souvenir que dans le RGPD, alors peut-être épisodiquement, mais pas de manière significative, tu aies de pans entiers de règles qui soient spécifiquement dédiées à la donnée de santé. Alors par D'accord. contre, tu as une obligation générale dans le RGPD de sécurité des traitements. Mhm. Tu sais que tes traitements doivent faire l'objet de mesures techniques de protection contre deux risques: l'atteinte à l'intégrité de la donnée, modification, destruction, et l'atteinte à la confidentialité de la donnée, le fait qu'elle ne se retrouve pas visible ou connue de personnes non autorisées, non légitimes. Euh, Tu n'as pas de règles dans le RGPD, t'as pas de cahier des charges à respecter. C'est une question qu'on me pose souvent. Quelles sont les obligations de sécurité qui se posent dans tel ou tel domaine de la vie des affaires, qu'on soit en numérique ou en hors numérique? Et à chaque fois, je fais la même réponse. Le RGPD emploie un concept mou. Il dit c'est fonction du risque, de la nature de la donnée et des mesures techniques qui sont raisonnablement à ta disposition. Donc en fait, le RGPD renvoie au lecteur en lui disant bah, écoute, démerde-toi. C'est à Mhm. toi de faire ton appréciation sur ce Le qui est risque. pertinent compte tenu Mhm. du risque et de ce que tu as raisonnablement sous la main comme mesure de sécurité. Voilà. Ok. Mais donc, tu te doutes bien néanmoins, tu sens naturellement que à chaque fois qu'on va parler de données de santé, comme ton risque augmente et la sensibilité de tes données
augmente, on va naturellement attendre de toi un niveau de sécurité plus musclé que si tu étais simplement en train de traiter des données relatives à un agenda ou à une base de contact ou de prospects pour une campagne marketing, quoi. Ok, mais donc chaque cas est particulier ou il y a quand même des grandes lignes aussi là-dessus ou des recommandations, des choses qu'il faut absolument pas Alors, passer à côté, quoi. dans le RGPD, pour moi, chaque cas est particulier. Après, ce D'accord. que tu vas avoir, c'est que quand tu vas redescendre au niveau national, dans le cas de la France, tu as des organismes qui sont chargés d'émettre des recommandations qui officiellement ne sont pas contraignantes, mais qui en réalité, quand tu vas te retrouver devant le juge, si tu te retrouves devant le juge sur le reproche que tu n'as pas satisfait l'obligation de sécurité, vont servir fortement de référentiel. On les connaît, hein, ces organismes. On a la CNIL dans une petite mesure. Bon, la CNIL fait, à mon avis, plutôt du grand public, mais on a surtout l'ANSSI. L'ANSSI, je sais pas si dans tes podcasts tu mets des liens ou des noms Ah après si, en si, on pourra mettre des liens, surimpression. bien sûr. Voilà. Mais voilà, l'ANSSI, c'est vraiment, c'est leur job à eux. C'est un service de l'État et c'est un service de l'État qui veille à la lutte, enfin, aux questions de cybersécurité, aux questions d'hygiène informatique pour les entreprises. Il s'occupe évidemment aussi d'intelligence économique, hein, de contre-espionnage, et ils sont très très bons pour établir des normes non contraignantes de sécurité des systèmes d'information. Ça, c'est le premier échelon. Après, tu as plein de domaines dans lesquels ces fameuses normes que je disais il y a un instant non contraignantes deviennent contraignantes dans un domaine spécifique par l'effet d'une réglementation D'accord. spécifique. Par exemple, le Code de la défense te dit, ben voilà, c'est ce qui est du domaine de la forte recommandation sur des normes techniques de sécurité des systèmes d'information devient obligatoire lorsque tu es un opérateur de services sensibles. Par exemple, système d'information de l'État, système d'information des hôpitaux, Ok. système d'information des installations classées, tout ce qui relève à la fois des services essentiels nécessaires à la sécurité et à la sauvegarde des personnes, et évidemment tout ce qui relève de l'armée et du renseignement. Là, pour le coup, tes normes techniques, elles sont plus facultatives, elles sont évidemment obligatoires. Et On pour la parlait du santé? HDS. Et bah pour la santé, bah, les hôpitaux, hein, typiquement, quand tu gères le D'accord. Ah, ça devient système obligatoire. d'information d'un hôpital, tu as l'obligation d'avoir, je vais pas rentrer dans le détail, un certain nombre de certifications pour pouvoir D'accord. ne serait-ce qu'exercer cette activité de SS2I. On D'accord. Mais parlait des les HDS il hôpitaux, y a un instant. excuse-moi de te couper, mais donc Je t'en prie. les hôpitaux du coup ont des obligations particulières que n'ont pas d'autres types d'établissements, ou est-ce que c'est tous les Alors, établissements de santé? Et autre chose, est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes types d'obligations non plus qu'un éditeur de solutions numériques de santé? alors, c'est en fait ce sont les prestataires de fourniture ou de maintenance, entretien, gestion, infogérance des systèmes d'information des hôpitaux qui, eux, doivent faire l'objet de cette certification. D'accord. À défaut de quoi, ils ne peuvent pas exercer cette activité. Il en va de même pour d'autres services publics ou services de l'État. Euh, on parlait il y a un instant des hébergeurs de données de santé. Pareil, les hébergeurs de données de santé doivent faire l'objet d'une certification, c'est-à-dire euh, ils doivent participer un contrôle, un audit qui détermine à un moment T et ensuite à intervalles réguliers dans le temps qui sont bien conformes à des exigences techniques. De mémoire, c'est la ISO 27 2x01 dont on avait déjà parlé tous les deux. Mhm. Voilà. Ok. Je suis désolé, je t'ai coupé tout à l'heure. Du coup, tu voulais peut-être enchaîner sur autre chose. Non, on était sur ta question, c'est-à-dire cette obligation de sécurité. Est-ce que au niveau du RGPD, on a un référentiel précis? La Mhm. réponse est non. Est-ce qu'au D'accord. niveau national, on a des référentiels
plus précis, oui, avec cette sous-distinction, cas dans lequel le référentiel est juste, a juste un rôle de préconisation, et cas dans lequel il devient véritablement obligatoire et normatif. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot aussi, parce que j'entends beaucoup parler de ça, enfin souvent auprès d'entrepreneurs ou de centres médicaux ou d'éditeurs de services numériques, tout ce qui est marquage CE, dispositif médical. Alors dans les très grandes lignes, sans rentrer dans les détails, mais c'est pareil. Et à partir de quel moment l'entreprise qui édite un service numérique en santé prend un risque à ne pas avoir de marquage CE par exemple, ou à ne pas être dispositif médical? Est-ce que dans les très grandes lignes, tu peux nous exposer ça un petit peu? Bon, alors, absolument. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer parce que là pour le coup, c'est une réglementation qui est très, très technique, très détaillée. Dans D'accord. les grandes lignes, la réglementation sur les dispositifs médicaux, elle est organisée par un règlement européen de 2017, si mes souvenirs sont bons. Et ce règlement européen, pour commencer par le commencement, te dit qu'un dispositif médical, je vais faire simple, c'est tout dispositif qui a soit une fonction diagnostique au sens large, soit une fonction thérapeutique au sens large. Et dans la thérapeutique, y compris l'atténuation de la pathologie. C'est pas forcément un logiciel qui permet de contrôler des bras articulés pour faire des opérations chirurgicales. Donc tu vois que ça ratisse extrêmement large. Oui. Si tu fais du diagnostic euh, avec, je sais pas, par exemple, une application qui, en fonction de signes cliniques, va t'orienter vers une pathologie. Pour moi, ça commence à ressembler méchamment à un dispositif médical. Ok. Si tu fais de la prévention de la iatrogénie, si je prononce bien, c'est-à-dire les interactions médicamenteuses, à mon avis, ça ressemble aussi fortement à un dispositif médical. Alors que finalement, on pourrait se contenter de dire, ben non, c'est de l'information et du conseil. Ben oui, mais si ton conseil il commence à être personnalisé et qui t'explique que tu peux pas accumuler je sais pas, ton médicament contre le diabète et de l'aspirine, D'accord. Mais dès ça, qu'on ça, personnalise un petit peu, du coup, une application de santé, ça devient un dispositif médical très rapidement, puisque à moins de se cantonner à des conseils très généraux comme ne fumez pas de tabac, etc., qui sont ouais. peu personnalisés, on tombe rapidement dans le dispositif médical, en fait. C'est ce que je pense, Max. C'est ce que je D'accord. pense. De nouveau, cet avis n'engage que moi, mais oui, c'est ce que je pense. En Et- plus, je crois pas être extrêmement parano. Quand je lis les textes, ça nous amène vraiment à cette conclusion-là. Tu bascules très D'accord. rapidement dans le dispositif médical. Si en plus, par-dessus tout ça, tu rajoutes le risque pénal et civil qu'il y aurait à ignorer ou à retarder le moment où tu prends conscience que tu es en présence d'un dispositif médical, à mon avis, ton bilan coût-avantage est tellement mauvais que vaut mieux se poser la question, même dans le doute, il vaut mieux se dire, j'ai un D'accord. doute, donc par défaut, je considère que je suis un DM, un D'accord. dispositif médical. Ok, c'est très clair. Et quel est le rapport avec le marquage CE? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le marquage CE? Est-ce que ça fait Alors, partie de l'autre? Est-ce qu'il y a des relations entre les deux? Est-ce que c'est au ouais. contraire exclusif? Alors ton règlement de 2017 va euh, te contraindre avant et pendant la commercialisation de ton dispositif médical, de mettre en place un certain nombre de mesures qui tendent, alors grosso modo, à documenter sur un plan technique ton dispositif médical, à assurer un système de gestion des risques, un système qualité, et au stade même du design et de la conception de ton dispositif médical, en supposant que c'est un logiciel, dans Mhm. notre cas, enfin un service numérique, dans le cas qui nous intéresse, euh, respecter une démarche très rigoureuse dans la conception en créant des modules et des livrables pour chacune des étapes du développement de ton service numérique, avec du contrôle humain, et des systèmes de validation pour être sûr que on ne laisse aucun défaut, aucun vice dans le design de côté. Bon. Je sais que je suis très flou, mais c'est qu'en réalité, si on devait rentrer dans le détail, ça nous prendrait probablement la journée. Ok. Une fois que tu satisfais à ces obligations
dans le design de ton service numérique et dans la documentation de ton service numérique et dans le suivi de la gestion des risques de ton service numérique, ça te permet de te faire, tu es prêt à te faire auditer par un organisme notifié, organisme, on va dire, de certification, qui va déterminer si donc tu remplis toutes les exigences du règlement de 2017 et toutes ces contraintes organisationnelles et techniques. Et si la réponse est oui, c'est là que tu vas obtenir ton marquage CE. Alors, à ma connaissance, j'espère ne pas me tromper devant tous tes spectateurs, parce que sinon j'aurais l'air bête, mais pour moi, oui, le marquage CE est absolument obligatoire. Il est un préalable à la commercialisation d'un dispositif médical. Je crois me souvenir qu'il y a une ou deux exceptions. Alors évidemment, il y a l'exception de la force majeure, genre aucun dispositif médical n'existe dans tel domaine ou pour répondre à tel besoin. Il y a une crise sanitaire majeure. On n'a pas le temps de mettre en place et d'implémenter toute la réglementation, donc on met sur le marché parce qu'il y a un besoin. Bon. Je crois également que le marquage CE doit pas être obligatoire pour les développements spécifiques, pour des one-shots, pour des clients déterminés, et non pas pour la commercialisation d'un service standard déployé auprès du grand public. Voilà, mais mis à part ces cas exceptionnels, et encore, je pense qu'il faut vraiment les manipuler avec beaucoup de précautions. À ma connaissance, le marquage CE est obligatoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu mets sur le marché un dispositif médical qui n'a pas le marquage CE, c'est retrait administratif. En France, c'est l'exécutif qui a ce pouvoir-là. À ma connaissance, en droit commun, c'est le préfet, donc je vois pas pourquoi ce serait pas. Ah non, c'est peut-être pardon, j'ai dit une bêtise. Ça doit être l'Agence nationale de santé qui doit avoir ce pouvoir de retrait du marché, un pouvoir administratif. Et puis, t'as forcément derrière à la clé des sanctions pénales et des sanctions de nouveau administratives si tu commercialises sans marquage CE. Ok, ben c'est très clair. Alors ça fait un petit peu peur, mais ça, quand on va conclure, on va en parler un petit peu parce que du coup, ça, pour quelqu'un qui veut entreprendre dans ce domaine-là en France, il est quand même soumis à beaucoup de réglementations, de lois et de contraintes en fait qui vont quand même peut-être freiner un petit peu, ou en tout cas, oui, contraindre ses volontés de développement, quoi. Mais avant de répondre à ça, est-ce que c'est possible juste de faire 2-3 petites questions très pratiques, rapides, auxquelles tu essaies de répondre rapidement, et si tu sais pas, c'est pas grave. Mais juste parce que je les ai entendus plusieurs fois et donc j'aurais aimé te les poser. J'avais entendu par exemple un sujet qui est peu abordé mais qui est fréquent dans les projets de santé numérique. Que faut-il prévoir juridiquement quand on fait appel à un médecin comme expert, conseiller scientifique ou bêta-testeur dans le développement d'un outil? Est-ce que en quelques mots tu peux répondre à ça ou c'est un sujet trop complexe pour répondre rapidement? Alors, je pense pas être exhaustif, mais je peux te répondre une chose. Tu as des dispositions du Code de la santé publique qui sont destinées à prévenir des échanges de valeurs avec un professionnel de santé, en particulier un prescripteur, qui le mettrait dans une situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation où il serait amené à être trop gentil à l'égard de ton produit, de ton dispositif médical, et éventuellement à le prescrire sans raison légitime. En fait, tu as tout un pan du Code de la santé publique qui est destiné à prévenir des conflits d'intérêts et des rapports d'argent dans l'évaluation des dispositifs médicaux. Je pense que c'est là-dessus, c'est ça la question qu'il faudrait se poser. Il n'est pas interdit pour un praticien de participer à l'évaluation d'un dispositif médical. J'ai fait partie pendant des années d'un organisme qui est chargé de valider les projets de recherche biomédicaux sur la personne humaine, qu'on appelle l'APP, donc l'Agence pour la protection des personnes. Et non, pardon, le CPP, je te prie de m'excuser. Il est donc juridiquement pas impossible qu'un praticien participe à un projet de recherche biomédicale ou fasse de l'évaluation, mais
grosso modo, il faut pas que sa rémunération ou l'échange qu'on lui donne puisse laisser penser que on attend autre chose que lui de lui qu'un jugement objectif. Faut que ce soit raisonnable, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ok, rien à voir, je change de sujet, mais parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont raconté ça, qu'en fait, beaucoup d'échanges de données médicales se font malgré les patients et parfois malgré les praticiens, via des outils en ligne type Google Drive, WhatsApp, Slack, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé ou est-ce que c'est le fait que les données médicales des patients transitent sur ces systèmes-là et a priori pas autorisé? A priori, pas autorisé. D'accord, ça me va hein, comme Euh, réponse. A priori, pas autorisé. C'est pas des HDS. Et puis, par ailleurs, le fait que ça transite par des services comme cela, ça sous-entend que c'est un peu fait de manière artisanale, quoi. Je sais Ben oui, oui, sans doute, sans doute. pas. Alors, je change encore de sujet. Au sujet des DPO, DPO. Ouais. Pour tous les types de structures, pour le coup, comment on évite de faire tout reposer sur le DPO ou l'informaticien et qui est responsable en interne, en fait, s'il y a une donnée qui fuit ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut répondre en quelques lignes? Est-ce qu'on peut éviter de faire tout reposer sur le DPO et sur l'informaticien? Non, c'est difficile. Ok. À mon avis, tout va reposer sur le DPO et l'informaticien. Je pense que c'est pas mal de le faire reposer également sur l'avocat quand on a Mhm. la possibilité et les moyens de faire bosser un avocat là-dessus dans le cadre euh, d'une gestion de projet. Je pense qu'il faut Mhm. pas faire bosser un avocat en lui demandant des consultations isolées. Il faut le faire bosser comme membre à part entière de l'équipe projet. D'accord. Ça permet d'être accompagné, mais non, in fine, c'est le DPO et le D'accord. responsable du dev qui Très risquent clair. de supporter tout ça. Ouais. Ok. Quels sont les risques quand on fait développer une application de santé à l'étranger? S'il y en a. J'ai pas de problème avec ça. Ok, pas de problème particulier au niveau juridique en Perso, tout non, cas. perso, Ok. non, perso, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas parce que tu l'as fait développer à l'étranger que pour autant tu peux pas mettre dans ton cahier des charges Ok. que la réglementation applicable sur ton pays de destination sera D'accord. pas respectée. Le problème pourrait éventuellement se poser à l'égard du bêta-testage. C'est-à-dire que si tu fais du bêta-testage avec de la donnée réelle à l'étranger, Mhm. ça va te poser un problème parce que tu auras une notion de transfert de données hors Union européenne, de données à caractère personnel, ce qui en principe est très encadré par le RGPD. Si en plus c'est de la donnée de santé, ça va être chaud. Par contre, si tu fais développer à l'étranger et que tu bêta-testes à partir de données factices, Mhm. moi je vois pas de difficulté. Ok. Les questions de communication et de marketing sur des solutions santé. Quelles sont les limites juridiques à respecter quand on communique autour d'un produit de santé? Promesses, publicité, influence. Est-ce qu'il y a des règles particulières là-dessus? Est-ce qu'on peut utiliser par exemple des témoignages patients ou de médecins? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Joker. Ok, J'ai une idée sur la question, mais je suis pas sûr d'être assez je pointu comprends. pour répondre. Pas de problème. Et je voudrais terminer en ouvrant un petit peu avec cette dernière question, c'est que est-ce que tu peux nous parler des erreurs juridiques les plus fréquentes ou en tout cas des cas auxquels tu as eu affaire, peut-être sur des jeunes entreprises en santé ou plus largement, mais est-ce que tu peux nous citer deux, trois choses voilà, qui vont permettre à nos auditeurs d'éviter en fait certains écueils importants, quoi. Pour moi, la plus grosse erreur une des erreurs les plus fréquentes et qui est grave que je rencontre sur l'application du RGPD, c'est de comprendre le RGPD sous un angle purement technique. Quand tu discutes avec un informaticien, et c'est normal, il est câblé pour penser le RGPD par rapport au type de données et au lieu du stockage, à l'emplacement de stockage de la donnée. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il faut analyser le RGPD. Il faut l'analyser sous l'angle de la finalité. Hmm. Je vais donner un exemple concret des problèmes graves auxquels peut amener ce quiproquo. Si tu as un informaticien qui se dit, je suis en présence d'un et un seul traitement à partir du moment où j'ai un et un seul stockage d'une base de données ou simplement d'une table de données à l'intérieur d'une base. Prenons l'exemple, tiens,
d'un fichier de contact dans un ERP, tout bêtement, dans une solution de gestion pour une entreprise. D'un point de vue d'informaticien, pas tous, hein, que les informaticiens qui m'écoutent ne le prennent pas de mal, mais souvent, le point de vue des informaticiens, c'est de dire, cette base de contact, comme elle est stockée sur tel serveur ou dans le cadre de telle appli ou sur tel moteur de base de données, je vais lui appliquer des règles uniformes, univoques tirées du RGPD. Par exemple, sur la durée de conservation, sur le contrôle des sous-traitants, sur la gestion des réclamations par les personnes concernées, droit d'accès de rectification. Dans l'esprit de cette personne, on va faire un corpus de règles qui va s'appliquer dans tous les cas de figure, de manière univoque. Si tu réfléchis sous un angle juridique, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Ta base de contacts, tu vas te rendre compte, par exemple, que parmi ces contacts, tu as des clients actuels de l'entreprise et tu as des prospects qui ne sont pas encore des clients ou qui ont été autrefois des clients ou encore des clients actuels, mais que vis-à-vis desquels tu veux prospecter pour leur proposer d'autres produits ou d'autres services. OK ? Et là, tout d'un coup, d'un point de vue juridique, tu n'es plus en présence d'un seul traitement poursuivant une seule finalité. Tu es en présence d'un moyen de traitement qui est employé pour réaliser plusieurs traitements et poursuivant des finalités complètement différentes. Et l'enjeu de cela, très concrètement, c'est que à l'égard des contacts de ta base qui sont des clients existants, ta durée de conservation pourrait être raisonnablement de 5 ans à compter de la fin des dernières relations contractuelles, parce que c'est le délai de prescription des actions en responsabilité en matière contractuelle. Mais à l'égard de tes prospects pour la réalisation de campagnes marketing, ta durée de conservation serait raisonnablement d'1 an à compter de la dernière interaction commerciale avec le prospect. Sauf que, imagine que ce soit Max qui a la double casquette. Il est à la fois un client et à la fois un prospect. J'applique laquelle des deux règles de conservation ? Là, tu dois la résoudre avec une règle de gestion qui va te dire, par exemple, si les deux durées de conservation seront applicables, retenir celle avec l'échéance la plus lointaine. Mais tu vois que ce genre de truc, faut y penser en avant. Et si tu comprends pas que le RGPD, c'est pas un problème de moyens techniques employés, c'est un problème de finalité poursuivie, en fait, tu vas jamais te poser la question et tu vas appliquer le RGPD de travers. Moi, j'ai connu des informaticiens qui m'ont dit, tout ce qui est stocké à tel endroit, on le conserve pendant telle durée. Je lui dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. La question n'est pas de savoir où tu le stockes, la question est de savoir ce que tu en fais. D'accord. Et voilà, donc ça, c'est une grosse erreur dans le RGPD. D'accord. Tu en vois d'autres peut-être que tu peux nous citer comme ça ou si ça te vient à l'esprit parce grosse erreur. Ouais, je t'écoute. Non, sinon c'est que je voulais élargir parce que je pense aux auditeurs qui sont entrepreneurs ou qui veulent créer des produits santé et je vais faire un peu le bourrin, mais on a envie de se dire mais c'est fini quoi, ma motivation elle est terminée avant même que je commence parce que tu as tellement de contraintes qui vont t'arriver sur la tronche que oui, je comprends que ça puisse effrayer quoi, disons. Est-ce que tu comprends ça et dans quelle mesure le droit et la réglementation est un frein ou un protecteur, un accélérateur dans certains cas, je ne sais pas. Alors, la réglementation n'est, à mon sens, sur le RGPD et au risque de choquer plein d'auditeurs, j'irai pas vendre l'idée selon laquelle le RGPD est un potentiel de développement ou de créativité. C'est en réalité plutôt un obstacle. On a essayé à une époque de vendre des solutions commerciales autour du RGPD en disant vous avez une magnifique opportunité de faire du data mining, par exemple. Bon, je pense que c'est essentiellement des conneries. En réalité, le RGPD est vexatoire. Par contre, en tant que citoyen, je me dis qu'il est vexatoire pour les entreprises, mais il n'est pas inutile d'en passer par là. Je suis un peu, j'ai pas d'avis définitif entre le fameux, en Europe on produit de la norme, alors qu'à l'étranger on produit de la valeur. Je trouve que c'est un petit peu, c'est un raccourci qui est un peu gratuit. Oui, c'est vrai, on a une réglementation qui est parfois vexatoire, mais d'un autre côté, en tant que société, on se donne un très haut idéal de nos normes et de l'éthique.
Et j'ai pas forcément envie, moi, à titre personnel, pas en tant qu'avocat, mais à titre perso, j'ai pas envie de vivre dans le Far West. Je pense juste qu'il faut trouver un équilibre. Oui, c'est une question de curseur, quoi. Je comprends. Maintenant, Pardon, Maintenant, c'est excuse-moi. vrai, tu as raison, quand tu es un entrepreneur et que tu veux créer un service numérique en santé, euh, c'est juste impossible de démarrer ton développement si tu n'as pas prévu en amont toutes les étapes de ta compliance, de ta mise en Mhm. conformité et tout ton juridique, mais avant même de commencer à cracher la première ligne de code. Ça, Ouais, c'est la vérité. mais ça fait une grosse contrainte quand même, parce que c'est-à-dire qu'il faut C'est quasiment. l'énorme contrat. Ok, je comprends. Ça Ouais, oblige ouais, presque à lever des ouais. fonds avant ou avoir un peu de fonds personnels pour investir là-dessus dès le début, quoi. Complètement d'accord avec ton analyse. Je pense que c'est un des effets pervers de la réglementation. C'est que les effets pervers de la réglementation, c'est qu'elle renforce euh, la position monopolistique de boîtes déjà établies et qui sont déjà fortement capitalisées Bien sûr, qui ont les moyens et qui de reçoivent gérer en tout plus ça. des subventions supplémentaires. Oui. Tu vois, par exemple, pour la conformité au Ségur 2, moi, j'ai plus ou moins connaissance que tu as des grosses structures qui reçoivent des subventions pour assurer l'interopérabilité de leur système de traitement de l'information existant. Vu les boîtes auxquelles je suis en train de penser, leur niveau de capitalisation, je suis pas sûr qu'elles avaient besoin de subventions. OK? Ouais, c'est ça le problème. Il faut pas que ça Et écrase les petits et que ça favorise les gros, quoi. je pense que ça a un effet d'écrasement c'est un double effet, effectivement. C'est un effet d'écrasement des petits, c'est-à-dire tu es mort avant d'avoir commencé si tu n'as pas une capitalisation, un investissement suffisant pour justement euh, anticiper tout l'organisationnel, la qualité et le droit avant même de commencer, ne serait-ce qu'à coder ton service. Et Mhm. d'un autre côté, effectivement, ça favorise les gros parce que ça surrécompense le fait qu'ils soient en situation euh, quasi monopolistique. Ok. Regarde, tu as déjà les moyens, eh ben, tes moyens vont te donner un avantage concurrentiel supplémentaire. Ça, c'est évident. Au demeurant, l'idée, elle est vieille, Comme j'ai le envie de dire, capitalisme. comme l'autorité de la concurrence. Comment? Je dis vieille comme le capitalisme, mais en fait, plus t'as de capital, plus c'est facile d'acquérir du capital quelque part, quoi. J'ai eu la conversation il y a 2 jours D'accord. avec une amie. Moi, je suis profondément libéral. Mhm. Et étant profondément libéral, je suis plutôt euh, hostile en réalité au capitalisme, parce que le capitalisme repose sur la fabrication de monopoles. Mais d'un autre côté, tu te rends compte que si tu n'avais pas la possibilité de concentrer des moyens de production à un moment donné, bah, tu pourrais pas envoyer des gens sur la Lune, tu pourrais pas faire de la pénicilline et ton cachet d'aspirine, tu le ferais dans ton garage. Je pense qu'en fait, on devrait trouver un équilibre. T'as vu, j'en dis des choses super personnelles sur ton Mais c'est très bien, podcast tant là. mieux. Effectivement, ça J'espère discute. j'espère que ça va pas m'attirer des courriers haineux. Je pense Non. que le bon équilibre entre le libéralisme et le capitalisme, c'est de dire au capital, écoute, on va te laisser te rémunérer une fois, on va te laisser te rémunérer 2 fois, allez 3 fois, mais au bout d'un moment, c'est fini. Une fois que tu as ton retour sur investissement et que tu as fait ta culbute, tu peux pas prétendre obtenir des rentes à vie de ton investissement de départ. C'est Ah, ça, à mais mon avis, le bon équilibre qu'il faudrait trouver. d'accord, alors je te rejoins sur le fait qu'il y a un équilibre à trouver, mais on tombe vite dans quelque chose qui est antilibéral quand on va dans cette logique-là, parce que où est-ce que tu mets la limite? Tu peux dire à quelqu'un, bah, il n'a pas le droit de gagner plus de tant d'argent par an, mais du coup, ça devient coercitif et antilibéral. Euh, Non, alors c'est pas ça. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, non, pour moi, il faut pas que ce soit un système vexatoire qui, par exemple, interdise aux gens de gagner de l'argent. Mais je ou peux une te montrer société. plein d'exemples en droit où ça fonctionne très bien et à mon avis sans D'accord. sans heurter ce qui semble être tes valeurs libertaires. Je te donne Libéral, en un tout cas. exemple. La, propri- la propriété intellectuelle, c'est purement et simplement la fabrication d'un monopole qui repose sur de l'abstrait, de l'immatériel. Tu vois, là, mon stylo, je sais que j'ai un droit de propriété dessus, mais ce qui précède à la propriété de mon stylo, c'est la possession. Mhm. S'il est dans ma poche, il n'est pas dans la tienne. Donc le droit ne vient qu'en prolongement d'un rapport d'appropriation qui préexiste, si j'ose dire, à l'état de nature, comme dirait l'autre. OK? Mhm. Par contre, la propriété intellectuelle, bah, c'est tordu. La Mhm. propriété intellectuelle protège la rareté qu'elle fabrique elle-même.
L'idée, elle n'est pas dans ma poche et elle est de libre parcours. Donc, quand je fabrique un droit de propriété intellectuelle, en réalité, je crée artificiellement de la rareté. Tu me suis? Ouais, ouais. Donc, spontanément, tu te dis la propriété intellectuelle, c'est antilibéral. Et c'est vrai que c'est antilibéral. Mais d'un autre côté, la propriété intellectuelle, on va la donner pour récompenser l'investissement. Par exemple, une Le boîte travail. pharmaceutique qui va dire, bah moi, il me faut 5 ans, 10 ans, 15 ans pour avoir un retour sur investissement sur un médicament qui va me coûter une blinde à développer. Ça va être un auteur, ça va être du brevet. Voilà. Et ici, je trouve qu'on a un bon équilibre qui est trouvé. C'est-à-dire que le législateur dit, voilà, ce monopole que je t'ai conféré artificiellement, qui est une pure création juridique de toute pièce, je vais te le donner d'une main, mais à un moment donné, je vais te le reprendre. Pour le brevet, je vais te le reprendre au bout de 20 ans. Donc, je pense qu'il y a quand même, et tu vois qu'au moment où on te reprend la propriété intellectuelle au bout de 20 ans, c'est pas comparable à l'exemple que tu donnais sur le fait Oui, tout à qu'on fait. t'interdit de gagner plus de temps par an. Tout à fait. Finalement, ce que le droit t'a donné, le droit te l'a repris et ça ne heurte pas le sens moral. Non, tout à fait. Tiens, autre exemple en propriété intellectuelle. Si tu apposes ta marque sur un produit et que tu la mets en circulation sur le marché de l'Union européenne, la première fois que tu le mets en circulation, ton produit avec ta marque qui est collée dessus, tiens, des jeans par exemple, les jeans Max, tu vas pouvoir monnayer le fait que tu vas commercialiser tes jeans avec ton nom dessus, avec ta marque. Mais tu pourras le faire une fois, au moment de la première mise sur le marché. Si tes jeans ils sont revendus par des distributeurs, des sous-distributeurs ou dans un marché, par exemple, de l'occasion, tu n'auras pas le droit de retoucher encore des sommes sur euh, ces transactions ultérieures. Et là encore, moi, je trouve que c'est bien fait. La propriété intellectuelle te dit, tu touches une fois, pas deux. Donc, je Ok. pense qu'il y a des solutions malgré tout. Il y a des équilibres à trouver. Ok. Eh ben, merci pour cet éclairage. Ben, écoute, on s'approche de la fin, on l'a même déjà dépassé, mais comme la discussion est intéressante, on continue. Mais si tu veux bien pour conclure, peut-être tu peux nous dire assez brièvement, mais du coup, quelle a été l'évolution, en tout cas, de ton point de vue du droit en santé sur disons, les dernières années, peut-être les 10 dernières années, quelque chose comme ça, et comment tu le vois évoluer dans les années qui arrivent? Bon, t'as pas de boule de cristal, mais peut-être une intuition là-dessus. Et voilà, est-ce que tu peux nous brosser ça rapidement pour conclure? Interopérabilité, interopérabilité, interopérabilité. Ok, Je pense que les grandes orientations et le gros enjeu à la fois technique, juridique et économique, c'est l'interopérabilité entre les systèmes d'information, que ce soit système d'information en général, en particulier dans le domaine de la santé. de la santé. Au Mm. demeurant, je l'ai pas inventé, hein, c'est Ségur, si tu veux, cette interopérabilité des données en santé. Je pense que c'est le gros enjeu. À l'heure actuelle, je travaille sur des problématiques qui sont liées au fait que certaines entreprises ont du mal à digérer cette notion d'interopérabilité parce que des situations de monopole de fait leur ont profité pendant quelque temps. Et je constate encore des mouvements de résistance, mais ça me semble inéluctable, ce mouvement d'interopérabilité de la data. Tout à fait. Ben, merci, c'est une très Voilà. bonne conclusion et je ne peux que rebondir juste rapidement dessus. C'est que d'un point de vue bénéfice patient, qui est quand même le but de la santé, je pense que c'est un énorme bénéfice parce qu'effectivement, il y a beaucoup de systèmes qui cohabitent ensemble sans communiquer. On le voit très souvent, Mm, parfois pour mm, des raisons techniques, mais en fait, c'est plus tellement le cas puisque c'est des choses qui sont très robustes maintenant, l'interopérabilité. ouais, C'est plutôt pour des questions de stratégie d'entreprise et c'est ça. de peur de perdre son business, tout simplement, et ses parts de marché. Et parfois, d'ailleurs, mal à propos, parce que en fait, ça peut être bien de s'ouvrir et de parler aux autres quand même de temps en temps. Donc, bah, je suis content que tu dises Ah ça. ouais. J'espère que ça va progresser dans ce sens-là pour le bienfait des patients. Mm. Merci beaucoup pour ton temps, Quentin. C'était très enrichissant. Je suis sûr que ça va éclairer nos auditeurs qui sont pas spécialistes comme moi du tout en juridique et qui ont bien besoin de ça. On aurait besoin de plusieurs heures avec toi pour avancer, mais on en fera peut-être un autre sur un autre sujet. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps Quand et tu tes veux. explications. Merci Max, merci à toi. Très bonne journée. À bientôt.
Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.